N'oublions surtout pas que le Forum des médias a une devise qui l'anime. Cette devise est sous-tendue par la trilogie fidélité, efficacité et régularité. C'était un rappel, nous avons le devoir de le répéter, comme vous le savez pour votre mémoire. Pour le plateau de ce soir, nous commençons par notre droite avec Simon Adrien Kalinga, secrétaire national en charge de la communication et information médias à l'UDPS CCPD et porte-parole de l'UDPS. Porte-parole de l'UDPS, et puis c'est M. Diamba Sambi, je suis politologue de formation, je suis secrétaire national du mouvement des clubs des patriotes, et sous le leadership de Michel Kitoko, l'initiateur de la dynamique IPESA Fongola Moka. Ok, et puis Nandi Kassende Bokabo Dieudonné, par ailleurs, et puis jurisconsulte spécialisé en droit international et politiste Sciences Po, Paris 1, Sorbonne. Et puis avec une certaine expérience, non seulement des entreprises des médias, mais aussi des entreprises d'économie sociale. Ok, nous avons Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. Présidente de l'IDEC, et nous avons aussi notre président. Du PTL, Parti travailliste libéral, Matadi Wamba, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, bâtonnier national. Bâtonnier national. Avec le bâtonnier national, nous virons à gauche. Mami Abongo, je suis analyste indépendante. Analyste indépendante, et puis Monsieur Dieudonné Bifumanu Nsompi, juriste, fiscaliste et chercheur. Fiscaliste et chercheur. Oui. Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS, un patriote convaincu et déterminé, toujours au service du peuple congolais. 40 années déjà. Au service du peuple congolais. Et nous terminons avec Oui, nous terminons avec Saïl Mbalanga Baudouin, député sénateur honoraire, responsable du journal La Chopo, journaliste professionnel. Journaliste professionnel. Passons à la rubrique courrier du téléspectateur. Il semble que l'Africain aime bien l'oralité. Par conséquent, s'ouvre très peu à la scribalité. Raison pour laquelle nous accordons beaucoup d'importance au courrier que le téléspectateur nous envoie. Et voici le rendu par Laetitia Massela. Courrier de téléspectateurs du Forum des médias, bonsoir. Bonsoir Noël. La dernière fois, en vous écrivant sur Minembwe, j'avais suggéré que Minembwe devient une base militaire de la République démocratique du Congo. Et point final. Nous ne pouvons pas être menacés sur notre terre par des personnes à origine douteuse, ceux ayant enterré les femmes vivantes. Ils aiment prendre les armes, alors pour les contrer, il faut mettre une base militaire à Minembwe. Monsieur Kazadimbaya Dieudonné. Deuxième courrier de téléspectateurs. Salut Noël. Je suis un fidèle téléspectateur de votre émission Forum de médias. Sur ce, je profite de l'occasion pour féliciter la manière dont vous réagissez les uns et les autres. De belles réflexions. De mon avis, je demanderai au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, M. Ernest Ilunga Kabila, de donner un espace à la RTNC1 pour que cette émission soit diffusée. Je terminerai en vous remerciant, vous les participants de l'émission Forum des médias, pour votre contribution et surtout au coordonnateur pour son professionnalisme. Monsieur Nico Mosengo depuis Luanda. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bonsoir. Quelques réactions autour du courrier. Monsieur Moulumba. Oui, soyons brefs. Hein. Oui, pour dire seulement qu'il est effectivement important, compte tenu de la position géographique de Minembwe,
je pense que c'est une bonne, pas seulement géographique, mais aussi politique. C'est important qu'effectivement nous puissions avoir en sérieux une grande base militaire pour toute la partie est du pays là-bas. C'est très important, donc je donne raison aux téléspectateurs. Oui, que dirait Gandhi? Moi, je dirais qu'il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait un événement pour pouvoir agir. Il faut qu'on puisse, en tant que, notamment les dirigeants, doivent prévenir. S'il y a lieu de mettre en place une base militaire au Congo, je pense que le Congo est assez grand pour qu'on mette des bases un peu partout. Comme il y a eu dans le passé la base de Kitona, les Kamina. Je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse le tour du Zaïre, là où il y a des points importants, qu'on mette des bases militaires un peu partout pour pouvoir bien entourer et pouvoir agir dans le sens de l'intégrité de notre territoire. C'est-à-dire, s'il y a des rebelles qui rentrent ici ou là par moment, c'est par le fait de l'absence et de l'administration. Quand il dit administration, il y a aussi la police et l'armée qui sont absents sur un pan de notre territoire. Donc, en ayant des bases militaires un peu partout, ça donnera la vie à plusieurs territoires qui sont aujourd'hui, en fait, abandonnés à personne. Ok. Mais... Oui, Madame Makombo. Oui, moi je voulais abonder dans ce sens aussi, dire qu'il faut absolument renforcer notre front de l'Est, qui est pas un peu, mais qui est beaucoup notre ventre mou. C'est par là que le pays est déstabilisé. Mais en tout cas, il est grand temps d'appliquer cette fameuse réforme du secteur de la sécurité, dont on parle, et il y a des propositions concrètes. Qui implique, comme on le sait, l'armée, la police, mais la justice, mais les services de renseignement aussi. Non, c'est absolument capital. Oui, Madame Abongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Brièvement, le premier téléspectateur a parlé de la menace qu'un député national a eu à faire face à tout un peuple après le passage du ministre de la décentralisation sur cette affaire Minembwe. Vous avez posé la question la fois passée sur le patriotisme. Vous savez, le patriotisme, moi je l'ai dit, ça se décrète pas. On est avec l'amour de la patrie. J'aime Minembwe, je me dis, je suis Minembwe. Je suis d'accord avec la mise en place de cette base militaire, l'instauration de l'autorité de l'État aussi, ainsi que l'organisation. La nationalité, ils l'ont. On leur a accordé cette nationalité, mais la nationalité ne s'acquiert pas en nous menaçant, en cherchant à tuer les Congolais. Ils l'ont déjà. Mais ce n'est pas la peine qu'ils nous fassent peur pour nous dire que voilà, vous risquez de mourir ensemble, on va mourir ensemble ou nous mourrons ensemble. Vous savez, je crois que vous avez une idée sur ce que ce député-là a dit, qu'il arrête de faire peur à tout un peuple. À essayer de faire peur. Il nous fait pas peur. À essayer de grimacer, de menacer tout un peuple, c'est pas du tout gentil de sa part. Il a vu avec quelle ardeur les Congolais se sont mis ensemble, toutes les tribus se sont mises ensemble pour défendre Minembwe. Nous sommes Minembwe et Minembwe ne quittera pas la République démocratique du Congo. Minembwe reste dans notre pays. Et concernant le deuxième point, nous l'avons dit la fois passée et nous n'attendons que le feedback de votre part pour que cette émission soit diffusée un peu partout pour que les Congolais puissent les suivre. Oui, voici. Vous êtes honorable, vous avez entendu la discussion. Oui, un petit mot là-dessus. Pour moi, ce n'est pas un coin du pays qu'il faut protéger, c'est tout le pays. Et pour cela, j'ai toujours plaidé pour que notre pays se dote d'une armée dissuasive. Une armée dissuasive qui fera qu'on vous craint par n'importe qui. Nous avons 9 voisins. Il faut que d'abord, que ceux-là comprennent à qui ils ont affaire. Voilà. Une armée dissuasive. Oui. Donc, on doit protéger tous les pays, non seulement Minembwe, parce que en 2001, les militaires qui ont attaqué Kinshasa ne sont pas entrés par Minembwe, ils sont entrés par le Congo central. Donc, c'est tout le pays qui doit être protégé. Nous devons le savoir. Est-ce que nous pouvons terminer avec les courriers? Une minute, oui. C'est-à-dire, dans le même ordre d'idée que les bâtonniers, on ne doit pas dramatiser aussi trop les choses. Parce que on peut avoir une base militaire à Minembwe. On peut dire oui, nous avons une base militaire à Minembwe, mais avec des militaires qui n'ont que des calibres 12. Qu'est-ce qu'on aura fait? Absolument rien.
Donc c'est là où, comme le bâtonnier l'a dit, on doit chercher justement à avoir une armée vraiment dissuasive. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de base à Minembwe, mais qui osait toucher Minembwe? Donc c'est parce que Mobutu avait, par rapport aux pays frontaliers, avait une armée plus puissante que les pays limitrophes. Maintenant c'est ce qu'on doit faire. Nous sommes un pays de plus de 80 millions. Mais on doit avoir une armée. Et puis l'espace, on peut être nombreux avec un territoire très petit, comme le Nigeria. Mais nous avons un grand territoire et nous avons aussi une grande population. Donc je crois que c'est ça que le chef doit mettre en tête. Comment avoir une armée qui doit faire peur aux autres. Ça, ce n'est pas qu'on fait peur aux autres pour leur faire du mal, mais on se protège, on est grand, et les autres ont peur par notre grandeur, ou grâce à notre grandeur. C'est tout ce qu'on doit chercher dans le pays. Ok, oui, Simon. Oui, à la suite de ce que les amis ont dit, nous disons que les bases militaires ou le dispositif de sécurité du pays doit être vraiment bien étudié, de sorte à ce que, face à nos différents voisins, nous puissions avoir la capacité de réaction nécessaire. Mais par rapport à Minembwe proprement dit, il faudrait que nous voyions, est-ce que entre la base militaire ou toute autre industrie liée au développement, qu'est-ce qui vaut mieux la peine? Parce que il n'y a pas que Minembwe comme site où on peut installer une base militaire pour l'est du pays. On peut trouver, il peut se faire qu'à Minembwe, étant donné la beauté du terrain, et ainsi de suite, ça peut être plus un endroit pour développer l'industrie touristique. Est-ce qu'on va laisser ça de côté pour la base militaire pendant qu'il est possible de mettre à côté cette base militaire-là qui surveillerait le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie peut-être, et une autre base un peu plus au nord pour surveiller l'Ouganda et le Soudan. Bon, donc ça c'est des stratégies militaires qui doivent être étudiées. Nous avons une académie de haute facture ici pour savoir de quelle manière équiper le pays en matière de sécurité et sans empiéter sur la possibilité de développement d'autres secteurs disons, de l'économie du pays, tels que l'industrie touristique. L'implantation de l'industrie n'exclut pas l'installation de bases militaires. Bon, les bases militaires parce que cette industrie doit être protégée aussi. Les bases militaires sont souvent un endroit éloigné de... L'industrie doit être protégée. Si l'industrie n'est pas protégée, alors ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un peut venir vous détruire ça facilement aussi. Ok? Voici le sommaire de ce numéro. Aux États-Unis, l'Amérique, la démocratie traverse des épreuves occasionnées par l'élection présidentielle du 3 novembre. La territoriale, qui devait servir de support de l'administration dans notre pays, semble battre de l'aile en République démocratique du Congo. Et depuis que le chef de l'État consulte, nous avons comme l'impression que l'État a suspendu son vol. Donc, tout est au ralenti. C'est de cela que nous allons parler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons ces propos d'un des pères de l'indépendance de notre pays, répondant au nom de Kalonji Litunga. Ces propos datent des années 60. Écoutons-les. Vos ennemis vous ont accusé d'avoir participé, disons, à un repas une fois anthropophage contre des amis de M. Lumumba, car vous avez toujours été ennemi de M. Lumumba. J'ai toujours été un partisan de l'indépendance et de la primauté des intérêts de Congolais d'abord. Et c'était exactement la thèse que défendait Patrice Lumumba. Mais on nous a séparés par ceux-là qui ne voyaient pas d'un bon œil la réussite des deux grands leaders. Parce que c'eût été la réussite du Congo. La séparation qui a été fatale, malheureuse pour Lumumba comme pour moi-même, nous a démontré le danger d'une politique des hommes et d'une politique des intérêts. À partir de ce moment-là, on s'est servi de notre séparation pour abattre l'un après l'autre. Donc je considère que c'est par miracle que je suis vivant, car tout a été aussi fait pour que je meure comme Patrice Lumumba. Alors ils ont mis dans ma bouche toutes sortes de calomnies. J'espère que vous les suivez avec beaucoup d'attention. Et j'espère que vous devez comprendre pourquoi est-ce que je reviens sur cet élément. Il faut
que nous puissions tirer des leçons. Il a bien parlé qu'ils défendaient la même cause, le Lumumba, comme Kalonji, mais on les a séparés. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le même sort? C'est que même déjà n'étaient pas convaincus. Ils avaient moins d'expérience. Et aujourd'hui que vous, les hauts cadres, quelles leçons vous pouvez tirer de ce que vient de dire Kalonji? Oui, monsieur. Oui. Désolé. Depuis les premiers jours que nous avons eu ces propos de M. Kalonji, des propos très sincères, il a parlé sincèrement, il a dit la vérité. Moi, il y a toujours une phrase qui m'a toujours retenu, chaque fois que vous répétez ça. Politique des hommes et politique des intérêts. Quand vous comprenez cette logique-là, qu'il y a une politique des hommes et une politique des intérêts, vous comprendrez toute la dimension du problème congolais. C'est-à-dire, les hommes, vous pouvez voir ce que vous avez comme idée, comme intention, ça peut être bien. Mais face aux intérêts, tout change. Les intérêts peuvent être entre deux personnes d'une même famille, frères et sœurs, mais frères, petits frères, grands frères, quand ils ont des intérêts différents, la famille s'éclate. Et au niveau des États, c'est la même chose. Aucun État ne bouge sans intérêt. Donc tout ce qui nous divise peut être maintenant focalisé vers les intérêts. Du côté des hommes, il y a, du côté des hommes pour la division, il y a très peu de problèmes au niveau du Congo. Parce que vous pouvez avoir des intérêts politiques, plutôt des hommes politiques différents, mais quand il s'agit du Congo, en tout cas, tout le monde nous donne l'impression d'être unis. Mais quand il y a maintenant le problème des intérêts qui intervient, là, les choses changent. Tel peut servir les intérêts des Occidentaux, tel veut servir les intérêts de la population. Il y a déjà une divergence, une confrontation. C'est ça le plus important. Il y a la politique des hommes et la politique des intérêts. C'est ça les mots-clés qu'il faut retenir. Dans la politique des hommes et la politique des intérêts. Pour être plus clair, la politique des hommes, c'est quand les gens viennent pour aider les hommes à se développer ou à faire quelque chose. La politique des intérêts, les États européens l'ont toujours répété, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, Kalonji, en disant ça, il attire l'attention de Congolais. Ceux qui ont mis dans la bouche l'injure, dans la bouche de Kalonji, l'injure pour les séparer de Lumumba, ce n'est pas des Congolais. Alors, le bâtonnier voulait dire un mot? Oui, mais c'est exactement cela. Hein. Bon, et c'est vieux comme le monde. Hein. Pour régner, il faut diviser. N'est-ce pas? Nous le savons. Les Romains nous l'ont appris. Divide ut imperet. Diviser pour régner. Telle fut la politique de la colonie. Les Belges sont venus ici pour exploiter, en commençant par Léopold II, pour exploiter le pays. Et pour pouvoir rester longtemps à exploiter le pays, il fallait diviser les Congolais. Ils ont trouvé des royaumes plus ou moins forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est d'abord de diviser les populations contre le pouvoir coutumier, successivement. Et c'est pour cela que tantôt ils étaient alliés du pouvoir coutumier, là où le chef sauvegardait leurs intérêts. Et là où les chefs coutumiers étaient résistants, eh bien, les Belges opposaient ces chefs-là à leur population, hein, ou à leurs voisins. Donc, ce que Kalonji disait là, c'est vieux comme le monde, et nous devons pouvoir nous en souvenir et tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. OK? Nous pouvons évoluer? Oui. Un mot là-dessus? Un mot? Oui. On n'a pas besoin de remonter à l'indépendance. Nous le vivons aujourd'hui. Voilà. Je me souviens, dès le lendemain des élections, j'entends encore les leaders européens dire Félix Tshisekedi a de bonnes intentions, mais Kabila l'empêche d'agir. Ils n'avaient encore rien fait, ils n'avaient encore aucune action.
En quoi est-ce que Félix Tshisekedi Kabila empêchait Kabila à ce moment-là, empêchait Tshisekedi à ce moment-là? Pourquoi? Parce que leur problème c'était, si jamais Félix est en place président, et que pour la première fois dans notre pays, nous avons un ancien président qui a été 18 ans président de la République, qui connaît le jeu, qui connaît les joueurs et qui connaît les enjeux, ça ne sera pas facile de manipuler. Donc il faut isoler. Il faut que Félix n'ait pas le parti, n'ait pas de parti, n'ait pas de force pour qu'il puisse être entre leurs mains. Donc diviser, c'était le cas, c'était le cas ce moment-là. Prenons-en conscience que c'est encore aujourd'hui le cas. Parce que sinon c'est comme si nous n'aurons rien appris. Ok, alors, je dirais... Oui, monsieur le modérateur, je pense clairement c'est en réalisant un peu l'histoire. Il faut toujours relire l'histoire pour les enfants. Lorsque les Blancs se sont réunis à l'époque, en 1885, pour saucissonner l'Afrique, je ne sais pas quel est ce noir qui était présent à leur côté. Je ne sais pas quel est ce noir-là, Bourguiba, Sékou Touré, Lumumba, qui était aux alentours de ce blanc-là. Quel est le noir qui était là? Influent. Ils n'étaient pas encore nés. Ah. Alors, ils se sont partagés l'Afrique. Ils ont dit que voilà, moi, l'épaule 2, je prends le grand morceau, ce sera pour des raisons de stratégie politique. Parce que chez nous, il y a beaucoup de richesses chez nous ici. Rapidement, l'indépendance arrive malgré eux. Moi, monsieur le modérateur, j'ai dit, parce que j'étais trop petit à l'époque, papa me disait que Baudouin, moi c'est Baudouin, mon patron, M. Waters, c'est le vice-gouverneur de la province orientale à l'époque. M. Waters ne dort plus calmement. Il s'agite depuis que le monde est parti à Bruxelles pour chercher l'indépendance. M. Waters, son chef, ne dort plus. Il est en train de pleurer à tout moment la nuit. Parce qu'il y avait des richesses, il y avait des plantations, des cafés, etc. L'indépendance n'a pas été remise chez nous par bonté, par bon cœur, par joie. Non, il y a eu graissement dedans. Lorsque vous regardez les images, vous allez voir mon Mobutu avec ce petit bébé-là qui transportait pour remettre à sa maman, qui prenait l'avion pour rentrer chez eux. Ils sont partis en pleurant. Et l'homme blanc reste rancunier. Ils ne peuvent pas nous laisser la facilité pour que nos enfants aillent à l'école à bord des bus Bedford à l'époque. Si vous êtes dans une Athénée royale, vous voyagez, vous allez à l'école par bus Bedford. Et va évoluer. L'homme blanc voudrait tout simplement que nous restions au stade primaire. Alors ça continue comme ça. Mais réveillons-nous. Aimons notre pays comme Mao a aimé la Chine. Mao a donné des orientations aux Chinois avec l'esprit de Wukong. Et aujourd'hui, la Chine est développée. Mais nous, avec nos richesses, faisons comme un effort pour que chacun goûte au miel de la République. Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes faibles? Parce que à l'accession à l'indépendance, le 30 juin 60, le roi des Belges, qui donne cette indépendance, le roi Baudouin, qu'on appelle le roi des indépendances. Il a interpellé à l'époque. Il a interpellé les Congolais en disant attention, évitez des querelles entre vous. Vous étiez en train de vous chamailler. Maintenant que vous vous êtes réunis dans ces parlements-là, faites en sorte que vous puissiez travailler pour votre pays. Mais n'oubliez pas que beaucoup de puissances étrangères ont des regards sur vos richesses et ils profiteront de vos faiblesses. C'est le roi. Il faut lire les discours du 30 juin. Il était belge ou congolais? Le roi. C'est le roi des Belges qui vous dit. Parce que les amis semblent attaquer les Blancs. Moi, j'ai dit que c'est notre faiblesse. Voilà. J'ai dit que c'est notre faiblesse. Nous sommes faibles. L'homme blanc te dit, je n'ai pas d'amis. Moi, j'ai des intérêts. S'il y a d'intérêt, je suis avec vous. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est inutile. Donc, nous devons savoir qu'un homme blanc, quand il vous dit mon ami, c'est du bout de lèvres. Un point, c'est tout. Oui, moi, je voulais dire ceci. Je pense qu'il faut se poser la question essentielle. On voit les enseignants, je parlais beaucoup plus des anciens enseignants. Ils viennent à l'enseignement par vocation. On voit les prêtres et les abbés, ils vont à l'église pour servir Dieu ou Jésus. Ils y vont par vocation. On doit se poser des questions. Qui viennent à la politique dans notre pays? Est-ce qu'ils viennent dans le sens de la vocation de service
de servir le peuple, de servir l'État et la nation? C'est la grande interrogation. Si on fait une enquête auprès des uns et des autres, vous verrez que plus de 3/4 ils viennent à la politique en tant que prédateurs. À mon tour de pouvoir me faire une place au soleil, avoir un immeuble, avoir une Jeep, etc., etc. Très peu viennent dans le sens d'apporter leur expertise pour pouvoir, dans le domaine qui est le leur, apporter quelque chose qui puisse aider l'État à s'épanouir, à se développer. Donc c'est là la vraie problématique. La vraie problématique, ce n'est pas puisque le blanc vient pouvoir soutenir ses intérêts. D'ailleurs, monsieur le directeur, vous le dites très bien. À l'indépendance, quand vous comparez les deux discours, qu'est-ce que nous avons retenu du discours de Roy et du discours de Lumumba? On a mis en avant le discours de Lumumba, qui, je ne dirais pas qu'il était creux, en disant qu'il faut qu'on puisse écrire notre histoire, etc. Alors que le discours de Roy, Léopold II, nous a aidés, pouvait nous aider. Baudouin, c'est pas Léopold. J'ai dit quoi? Léopold II, la famille. C'est son ancêtre. Oui. Baudouin, c'était un discours que nos élites pouvaient étudier et comprendre déjà à l'époque. Je dirais qu'on n'avait pas réellement une grande classe d'élite, mais c'est là, on ne s'est pas attardé là-dessus. Même aujourd'hui, nous avons encore des gens qui mettent en avant la partie du discours de Lumumba. Ils oublient cette partie-là du discours de Roi Baudouin, qui est un discours intéressant. Et les Blancs viennent ici pour leurs intérêts. C'est des bonnes guerres. C'est à nous de savoir comment nous outiller et avoir des acteurs qui sont là pour le service de l'État, le service des citoyens, pour pouvoir, le cas échéant, au moment opportun, défendre ces intérêts-là. On ne peut pas toujours, nous, être là dans la défensive des autres. Les autres ont fait ci. Qu'est-ce que nous devions faire, nous, pour pouvoir sauvegarder nos intérêts, faire en sorte que les acteurs qui viennent à la politique soient des acteurs pour le développement, et les gens qui s'oublient, qui soient là dans un dépassement de biens matériels, qui soient là pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une force pour conduire notre pays de l'avant. Nous devons aussi défendre les intérêts du pays. Hein? Mais bien sûr. Il ne faut pas qu'on ouvre grandement la porte pour dire que... On est obligé de composer. Il faut composer avec une armée d'élite politique, intellectuelle, capable de savoir où nous allons, avec quels moyens nous allons. Ils ne viennent pas ici en étant distraits pour leurs affaires personnelles, si je voudrais dire. Je ne voudrais pas dire qu'il ne faut pas défendre les intérêts. Au contraire, il faut défendre nos intérêts, mais pour pouvoir les défendre, il faut qu'on ait une armée d'élite politique et intellectuelle qui soit en capacité de s'oublier au nom du pays, pour le pays. C'est ça que je veux dire. Mais vous êtes formé pour ça? Oui, monsieur Djamba. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je voudrais aborder d'abord les concepts politiques. Selon moi, qui posent problème. Parce que pour les uns, la politique, c'est le gagne-pain. Or, le vrai concept, la politique, c'est un apostolat. C'est un service qu'on doit rendre à la nation. Alors, quand vous prenez le message de l'Albert Kalonji, c'est un message d'interpellation. Parce que lorsqu'ils étaient ensemble, ils ont construit les freins communs pour libérer le Congo. À la fin, tous ont été divisés. Vous vous rappellerez, il y a eu ces sessions au Katanga, avec tout ce qu'il y a comme potentialité du Katanga. Tchombe, avec l'armée, avec l'appui de l'Occident, il n'a pu gérer sa sécession. Il a failli. Également, Albert Kalonji, on lui a rassuré avec le minerai d'Imiba et consorts, avec tout ce qu'il y avait comme richesse, qui pouvait se réjouir, il n'a pas pu gérer le pays. Donc, ces messages forts, hein, il faut peut-être interpeller les politiciens actuels aujourd'hui, au regard de la conjoncture politique, que ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. Alors, s'il faudrait défendre les intérêts individuels, prétendre que moi, je serais fort ou je serais puissant. Non. Parce que je crois l'avoir dit il y a un temps, que lorsqu'on commence la guerre, on connaît le début de la guerre, on ne connaît pas la fin. On connaît aussi le début de la guerre, on ne connaît pas le nombre de victimes. C'est lui qu'on peut prétendre victime, parce que Kalonji, lorsqu'il s'est retiré de Lumumba, il croyait que Lumumba serait victime. Et à la fin, il a reconnu que lui aussi est victime. Donc le pays nous appartient tous. Et que nous devons tous concentrer, nous devons tous avoir le même consentement, que dans la division, ces pays, on ne peut pas les gérer. Quand même il y a des potentialités, quand même il y a des assurances. Le dernier aspect que je vais évoquer, c'est la considération de l'homme blanc. Parce que ça reste. La majorité des politiciens, ce sont les gens que le blanc a mis dans leur tête, que sans le blanc, on ne peut pas gérer le pays. 80% des politiciens. Quand vous prenez tous les politiciens opposition majorité, ils prennent à témoin la communauté internationale.
Toujours. Ça, ce sont des leçons à donner. Toujours. Alors, cette communauté derrière Tshisekedi, derrière Kabila, derrière Fayoulou, la même communauté. Là. Donc, nous avons des politiciens, parce que nous sommes les seuls pays, même le président de la République ne nous a jamais dit l'ennemi des Congolais. On ne les connaît pas. Quand tu poses quelqu'un la question, il te dit l'ennemi des Congolais, c'est la majorité. Posez le camp Kabila actuellement. On va vous dire l'ennemi des Congolais, c'est Tshisekedi. Quand tu es chez Tshisekedi, on te dira c'est Kabila. Ça, c'est ça le principe de l'Occident. Alors, quand il se retrouve devant un débat de ce genre-là, il sait comment il doit diviser le pays. Nulle part qu'un Congolais doit être ennemi d'un autre Congolais. Non, c'est un arbre. Mais derrière lui, il a la forêt, comme Mouzé le disait. Donc, nous devons considérer que dans la division, et qu'on ne doit pas construire, et que si on n'est pas conservateur, et si on n'est pas nationaliste, c'est-à-dire le nationalisme, c'est-à-dire si on ne considère pas que tous les problèmes, on doit les résoudre d'abord nous-mêmes. Je crois qu'il voulait minimiser le discours de Lumumba. C'est important. Nous devons traiter les problèmes nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui que nous invitons les gens, on ne doit pas résoudre les problèmes. La diplomatie, c'est l'art de gérer les intérêts entre les États. Et les gens là que vous demandez de venir, ils ont des intérêts. Ils ne viendront pas vous aider. Je ne crois pas qu'un Français peut aimer le Congo plus qu'un Congo. Comprenez ça? Il ne peut pas aimer le pays. Donc, ça peut nous interpeller, nous tous, pour comprendre que mettez-nous ensemble. Les faits historiques nous ont prouvé. Oui, c'est-à-dire mettez-nous ensemble. Parce que Kalonji a critiqué Lumumba de tous les mots. Comme on critique aujourd'hui, c'est critique de part et d'autre. Il a traité de Lumumba communiste. À la fin, il a compris que Lumumba n'était pas communiste. Ils avaient le même lit. Parce que ça, c'est ce qu'on a mis dans sa bouche. Le communisme. Nous séparons de Lumumba parce que c'est un communisme. Il veut amener la crise. Il veut nous plonger dans la guerre. Il veut nous plonger dans la guerre froide. Aujourd'hui, quand il s'est retiré seul, il a compris que Lumumba n'était pas communiste. Il affirme que tous, ils étaient dans la même logique. Okay. D'accord. Madame Abongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Bon, ce que M. Kalonji dit, c'est interpellateur. Mais moi, je voudrais simplement dire ceci. L'homme blanc a pris le temps d'étudier l'homme noir. Et il connaît les faiblesses de l'homme noir. L'homme noir, il est plus dominé par son ego et par des intérêts personnels. Et c'est là ne généralisez pas, hein, surtout congolais. Hein. Congolais, de manière particulière, et c'est là qu'il trouve l'occasion de pénétrer et d'agir. Est-ce que nous avons déjà pris le temps d'étudier l'homme blanc? Les Blancs se mettent toujours ensemble pour détruire, les Blancs se mettent toujours ensemble pour construire. Par contre, les Africains ont du mal à se mettre d'accord, les Africains ont du mal à construire, les Africains ont du mal à faire avancer des projets. Nous avons eu le Népal d'aujourd'hui. C'est une lettre morte. On parle aujourd'hui de la zone des libre-échanges. Ce sont des vœux. Mais qui peut prendre le courage de mettre ça en musique? Donc nous avons un problème, ça nous interpelle tous. Les Occidentaux en profitent parce que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Prenez l'exemple des États-Unis, une vieille démocratie où il n'y a que des démocrates et des républicains. Regardez ici chez nous, 60 ans après l'indépendance, nous avons combien de partis politiques, monsieur Noël? Mais je vous assure, combien de partis? Parce que chacun veut être chef dans son coin. Je ne veux pas être dirigé par M. Noël. Je veux aussi être chef d'un parti politique. Je n'ai même pas d'adhérent. J'ai un parti de ma lettre, mais je dois seulement être appelé président d'un parti politique. Je dois être reçu par le chef de l'État pour les concertations ou les consultations. Vous voyez un peu ce qui nous tue. Nous voulons toujours une parcelle de pouvoir. Pour en faire quoi? Donc, on a l'amour du pouvoir, mais on n'a pas le pouvoir pour faire le bien. C'est-à-dire, on a cet amour-là pour se réjouir, pour profiter de la vie et laisser les autres mourir, laisser les autres à l'écart, pourvu que vous puissiez vous retrouver. C'est ça la faiblesse de l'Africain en général et du Congolais en particulier. Les moins est haïssable, dit-on. Alors, Kamele Mele. Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que s'il y a à interpeller des gens, c'est l'ensemble de la population. Dire que il faut interpeller la classe politique, mais la classe politique, là, elle va dans ce qu'elle fait parce qu'elle n'a pas devant elle
une masse ou un groupe de personnes à même de contrer leur déviation ou leur déviationnisme. Donc, si nous voulons que notre pays aille de l'avant, nous devons répandre le savoir et la conscience le plus largement possible dans la population. Parce qu'on dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si nous n'arrivons pas à élever nos exigences envers ceux qui dirigent, mais ils ont tout le temps, tout le loisir de faire ce qu'ils veulent, parce que face à eux, ils ont des personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu'il faut réclamer à un dirigeant. Mais dès lors que ceux qu'on dirige ont les yeux ouverts, ou savent ce qu'il faut attendre d'un dirigeant, bien les dirigeants se mettront au pas. Nous avons tendance à nous laisser dans la bonhomie ou sous le paternalisme de la classe politique. La classe politique doit être au service de la population. Alors là, celui qu'on doit servir, donc le maître, le souverain primaire, doit connaître quels sont ses droits, qu'est-ce qu'il a à exiger de la part de ceux à qui il confie le travail de conduire le pays. Et ça, moi je reviendrai toujours sur le fait que, ailleurs, ce pouvoir-là de la masse est canalisé, ou du moins plus ou moins animé par les médias. Donc, dans une démocratie, un des leviers importants à faire jouer pour que la classe politique se mette au pas, c'est les médias. Si les médias sont faibles, donc ça se répercute sur une population qui n'a pas les yeux ouverts. Et si les pouvoirs n'acceptent pas les médias? Non, mais la population doit pouvoir s'imposer au pouvoir. C'est pas plus tard qu'hier. Les médias ont montré l'indiscipline des conseillers du chef de l'État. Oui. Mais ces journalistes sont passés de mauvais quart d'heure. Et les fameux conseillers là, les médias ont réagi. Et les conseillers là, ils sont aujourd'hui. Vous voyez qu'ils ont été sanctionnés. Donc vous comprenez que si l'opinion est forte, si l'opinion s'exprime, les dirigeants se mettent au pas. Donc, et le chef de l'État a à son avantage le fait d'encourager la presse à être le quatrième pouvoir. Ne nous dédonnons pas de cette responsabilité en tant que on ne se dédouane pas pour faire vraiment vibrer l'opinion congolaise. C'est l'opinion qui conduit. On ne se devine pas. Et puis, Madame Angèle, vous vouliez ajouter quelque chose? Dire, c'est pas la première fois qu'on voit cet élément. Et aujourd'hui... je le reprends intentionnellement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, justement. Intentionnellement. Et j'allais le dire. Mais vous dites, j'espère qu'on tire des leçons. Moi, je pense pas qu'on tire des leçons. Parce que, bon, du temps de Kalonji Moulopoué, ils avaient l'excuse valable d'ailleurs. L'inexpérience. L'inexpérience, la jeunesse, etc. Ne pas bien connaître... Comme vous dites, les Blancs, moi je préfère dire, j'allais dire les Occidentaux. Il n'y a pas que, hein, il y a aussi les Orientaux, il y a tout le monde. Ils ne connaissaient pas. 60 ans après, nous les connaissons. Beaucoup d'entre nous sont allés dans leurs écoles. Oui. On s'est frotté à eux. Nous savons comment ils fonctionnent. Mais c'est volontairement, délibérément, que nous acceptons les mauvais deals qu'il y a sans penser à l'intérêt du pays. Donc, c'est volontairement. Et moi, je me souviens quand j'annonçais que je voulais entrer dans la politique active en RDC, dans mon pays, qu'est-ce qu'un grand avocat, que j'admire toujours d'ailleurs ici, m'a dit... Ce n'est pas votre voisin de droite? Non. M'a dit, mais Angèle, il faut penser à toi. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ça? J'ai dit, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis pas rentrée pour penser à moi. Donc, vous voyez comment les choses fonctionnent. Bon, cela dit, moi, contrairement à mon voisin d'en face, je mets plus l'accent sur la responsabilité de nous, Congolais. Ce discours des Occidentaux, ceci, ça, on sait ça. On connaît l'histoire, on connaît leurs méthodes et tout ça. Et après, on fait quoi? Une anecdote très rapidement. Une autorité, il y a plusieurs années de ça, qui était chargée de s'occuper du plan de réfection des routes ici à Kinshasa, et qui allait réfectionner les routes, les Chinois, une compagnie chinoise, et les Chinois apportent, au cours de la réunion, amènent un Congolais qui a étudié en Chine, docteur en Chine, donc il va servir d'interprète,
Qu'est-ce que la partie congolaise a dit aux Chinois après la réunion? Non, ne ramenez plus cet interprète-là. Non, mais les Chinois disent il est excellent, etc. Il a fait des études en Chine. En plus, c'est un Congolais. Ils disent justement, c'est un Congolais. Eux, ils voulaient un autre interprète. Pourquoi? Parce que notamment, je raccourcis l'histoire, c'est une histoire authentique. Hein. Imaginez par exemple, je ne connais pas les termes, mais le macadam, on doit mettre un certain nombre de centimètres, et ça coûte autant. La partie congolaise dit aux Chinois, mettez la moitié. Mais facturé comme si c'était le plein. C'est nous-mêmes qui creusons notre tombe. Hein? Ouais. Et à Bypass, vous habitez non loin, monsieur Kalonda. Vous voyez les grumiers qui passent les uns après les autres. Mais chaque soir, c'est poignant. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Voilà. On ne respecte pas la politique forestière qu'on a dans ce pays. Et qui fait ça? Des Congolais, moyennant corruption. Le niveau de notre enseignement, moi je regrette, j'ai étudié dans ce pays. Quand je vois des jeunes, le niveau qu'ils ont aujourd'hui, non. Hein, moi j'étais au lycée du Sacré-Cœur, c'était le top. C'est encore les Blancs, les Occidentaux qui nous ont gâché notre enseignement, la qualité de l'enseignement. Non, arrêtons ce discours. Prenons les responsabilités. On doit prendre nos responsabilités et voir comment on doit... La grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive, c'est nous Congolais. Oui, nous sommes responsables. À des degrés divers. Les hommes qui veulent faire la politique, ils vont chercher le pouvoir en Occident. Ils sont en Belgique, ils sont en France, ils sont aux États-Unis pour chercher le pouvoir. Quand on prend les vacances, on les passe à Bruxelles, à Paris, à Londres, et non au village natal. Très bien. Personne ne rentre au village natal. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion. Voilà comment c'est que nous sommes. Combien il y a des politiciens qui passent le plus clair de leur temps à l'étranger, au lieu de passer le plus clair de leur temps dans ce pays. Même ceux qui se disent opposants. Leur temps, ils les passent à l'étranger. Et ils pensent que les Blancs, les facilités qu'ils leur donnent, c'est pour les beaux yeux. Donc, les pouvoirs, on ne les cherche pas à l'étranger, on doit les chercher ici. La presse commençait à épingler les politiciens qui vont en vacances. C'est très important, une parenthèse s'il vous plaît, c'est très important. Je lance un appel aux autorités du pays pour mettre en ordre le besoin des médias. Moi, je suis député sénateur honoraire, j'avais déjà voté à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle le budget qu'on doit allouer aux médias. Ça existe. Il suffit seulement de lire et d'appliquer. Les journalistes ne sont pas véhiculés. Moi, j'avais une voiture Mercedes qui est tombée en panne, qui est au garage sans frais. Et alors, je fais quoi? Je suis journaliste parce que j'ai été formé journaliste, parce que j'aime être journaliste. C'est ça la vocation. Quand je n'écris pas, je me sens malade. Quand je ne parle pas à la télévision, je me sens malade. Vous comprenez? Alors, que le pouvoir soit à l'écoute des médias. Que le pouvoir donne des moyens aux médias. Les moyens existent. On peut même dire que voilà, au FIDA, DGDA ou DGI, donner $1 million à tous les journaux. Ça peut se faire. Mon frère, le fiscaliste, est là, qui dit que sans argent, il n'y a rien. Il faut le créer, c'est ça. Ok. Voilà, nous pouvons passer. Je pense que la classe politique que nous avons aujourd'hui doit écouter des éléments comme cela. Ce que Kalonji dit, c'est dans l'intérêt du pays. D'abord. Ils ne peuvent pas changer. Ça ne va pas les changer. C'est pas ça qui va les changer. C'est voilà. Leur rôle. Oui, leur rôle. Il ne tire pas des leçons. Et quand ils ne tiennent pas leurs responsabilités, on sanctionne. Oui, on sanctionne. Ok. Ok, entendu. Le discours ne va pas. Entendu. Voici une semaine depuis que le chef d'État consulte. Quel serait votre constat? Oui, monsieur Djamba. Je voudrais d'abord donner une petite idée par rapport à ce que vous venez de dire ici. Je prends l'exemple de Thomas Sankara. Ce n'est pas comme on veut centraliser les acteurs politiques. Moi, je voudrais qu'on parle des dirigeants. Le monde, on le gère par un programme. Les programmes, on ne les ramasse pas. Les programmes sont définis par celui qui gère le pays. Ce programme-là de se séparer mentalement, psychologiquement avec les autres pour être autonome. C'est un programme. Je donne l'exemple de Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous avons tous les dirigeants, même quand il a le mot de tête, il doit aller en Europe.
Mais Sankara a interdit les ministres. Il a interdit tout le monde. Il ne devait pas voyager. Quand tu es malade, tu vas dans l'hôpital sale. Si tout le monde se faisait soigner dans son pays, dans peu d'État, Mandela s'est développé. Alors s'il faut, Thomas Sankara a quand même relevé le pays sur le plan culturel, sur le plan économique. Alors s'il faut revenir sur... C'était devenu le pays des hommes intègres. Oui. Et après, il a été assassiné, après. Pas l'Occident. C'est pas l'Occident. Alors, s'il faut... Avec la complicité de... S'il faut aborder, oui. S'il faut aborder la question d'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, monsieur le directeur, moi j'ai dit que c'est regrettable. C'est regrettable pour le fait qu'on peut prendre tout un temps pour que le pays s'arrête pour des simples, qu'on peut appeler cotéries. Comprenez ça? Nous avons des dossiers sensibles qu'on veut distraire les Congolais dans ce qu'on appelle consultation foncière. Nous avons un dossier de Minembwe. Nous avons perdu autant de Genève. Nous avons perdu autant de voyants militaires. Vous voyez? On a perdu des gens. Les femmes sont violées et consorts. Nous avons ce problème des nilotis qui cherchent des terres. Je crois que vous l'avez parlé dans l'introduction. Par tous les moyens. Tous les politiciens savent que nous sommes en face de cette guerre, de cet empire Lima, qui ne doit pas seulement occuper Minembwe. Il faut prolonger. Même le Bukavu. Ça, c'est un programme de cellulosiques qui n'ont pas de tort. Ça demande l'effort, ça demande le consentement, ça demande le patriotisme. Ça, c'est un acte qui se pose actuellement. Vous avez un dossier ici qu'on a connu avec à la présidence de la République. On va créer un groupe de milices au niveau de Kingaboa. Ça passe inaperçu dans un pays normal. Donc, ce groupe de milices créé à la présidence par son collaborateur, on va essayer de l'arrêter, il n'y a pas eu procès et consort, ça s'arrête dans un pays normal. Vous voyez ça? Un autre dossier, c'est le dossier du coronavirus. Il fait la haine de l'actualité. Quand vous prenez des campagnes alors, comme l'Amérique, je prends l'exemple. Il y a eu des tournements de fonds. Jusque-là, il y a des arriérés, on ne paie pas les agents qui étaient alloués pour le poste. Ça passe inaperçu. Aujourd'hui, on s'y prend les gens pour dire, attendez, je vais consulter pour résoudre un problème. C'est quoi résoudre un problème? Dans le principe de la résolution des problèmes, il y a deux aspects. Le premier aspect, il faut identifier les problèmes causes pour résoudre les problèmes à effet. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette consultation? Je crois que quand le président de la République dit, c'est exact dans la Constitution, au regard de ses prérogatives, mais l'orientation de cette consultation, ça ne répond pas aux critères par rapport à ce que le peuple attend aujourd'hui. C'est votre constat. C'est mon point de vue que je donne. Ok. Alors, Zifomano, quel constat vous faites après une semaine de consultation? C'est-à-dire, parfois, nous n'aimons pas approfondir les choses dans ce pays. Et nous n'aimons pas voir les choses en face. Chaque chose a son temps. Parfois, nous ignorons cette petite phrase. En 60, on a vu le cas de Tunga. Mais par rapport à cette génération, est-ce qu'ils comprenaient ce qui s'est passé à travers le monde? Parce que nous tous, nous avons décrié qu'ils ont une circonstance atténuante, parce qu'ils étaient jeunes et ils n'avaient pas l'expérience et le charisme voulu. Donc c'était une époque, parce qu'ils n'avaient pas ça. Maintenant, nous sommes dans une alternance que tout le monde a qualifiée de pacifique. Mais c'est lui qui est là, le chef de l'État. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui a un tableau de bord de notre pays mieux que nous-mêmes. S'il estime que non, moi, pour évoluer, je souhaiterais avoir le point de vue de tel ou de tel autre. Mais ça, c'est lui. S'il estime que dans son champ, il a besoin du point de vue des uns des autres, ça peut être aussi une des stratégies pour améliorer. Il est en pleine consultation. Mais attendons, c'est lui qui sait qui il a. Madame Angèle. Il n'a pas invité n'importe qui. Autour de cette table, j'ai dit plusieurs fois qu'il y avait des crises. Hein? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, plusieurs ont dit qu'il n'y avait pas. Il y avait crise, on sentait que ça allait crescendo, et le chef de l'État, dans son adresse, le dit. Et je l'ai dit la semaine dernière, il a montré qu'il a essayé
des élections donnent un président d'une certaine famille politique et de l'autre côté, Assemblée nationale, provinciale, gouvernorat, c'est une autre famille politique. On fait une coalition pour marcher ensemble, faire avancer le pays. Mais ça coince à chaque fois. À chaque fois, il y a des couacs, il y a des blocages. Si les gens ne voient pas qu'il y a des blocages, alors je ne sais pas si on vit dans le même pays. Les blocages étaient patents. Oui. Donc il y a crise. Comment on débloque une crise? Mon ancien patron, Kofi Annan, disait, tant qu'on parle, il y a de l'espoir. Et effectivement, en tant que chef, garant du fonctionnement régulier des institutions, il se dit, je vais consulter. Consulter ne veut pas dire concertation. Consulter, j'écoute d'abord. J'écoute à la lumière de ce que je vais recueillir. Je vais faire la synthèse, je vais me faire une position et je vais rendre compte. Donc, voilà. Et les divergences sont patentes. Et moi, je pense, moi en tout cas, j'appuie à 100% ces consultations. Parce que un président qui dit « je veux être à l'écoute des différents leaders politiques, sociaux les plus représentatifs », vous blâmez ça? Vraiment vous blâmez ça? Les crises qu'on a eues, les blocages qu'on a eus ne méritent pas que pendant 2 semaines, le chef de l'État consulte? Non, là c'est ne pas comprendre comment un pays doit fonctionner, comment le monde doit fonctionner. Monsieur Kambele, est-ce que vous avez fait un constat? Nous avons toujours dit que, en tout cas, je ne suis pas moi politologue, mais je suis venu à la politique, pour faire la politique. Vous êtes pharmacien? De formation, et de profession aussi. Mais, dans l'apprentissage politique, nous, à l'UDPS en tout cas, ce que nous avons eu comme formation, c'est que nous devons tout le temps être à l'écoute de ce que nous appelons chez nous la base, afin de traduire et désidérer la base là en action politique pour résoudre justement les attentes de la base. Le chef de l'État est de cette école-là. Il procède par consultation, ça s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons appris, le b.a.-ba de la social-démocratie. Donc, que les gens s'opposent ou essayent de parler en mal de ça, pourquoi c'est une distraction, moi je crois que c'est vraiment mal apprécier les choses. Le constat à faire, c'est que il y avait déjà des couacs au niveau du gouvernement, du fait que le gouvernement, une partie du gouvernement boudait certaines cérémonies officielles. Ça a mis le gouvernement dans une position telle que le fonctionnement devenait pratiquement difficile. Et que le temps que le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, a pris pour consulter et faire ce que lui-même a dit, qu'il a promis qu'il fera, après avoir écouté, il viendra rendre compte de ce qu'il a entendu et de ce qu'il aura pris comme décision. Ça, il a dit dans son discours de 6 minutes. Donc, prenons notre petit mal là en patience. Dans les quelques jours qui viennent ici, le chef donnera les décisions qu'il aura prises par rapport à la synthèse des consultations qu'il aura menées. Ok, alors Monsieur Moulumba, de haut de ton expérience, est-ce qu'il y a un constat à faire? Oui, ça s'appelle Kindoki. Ça s'appelle Kindoki. Kindoki veut dire quoi? Vous êtes président de la République. Vous avez avec vous un gouvernement. Vous avez une majorité de près de 70% à l'Assemblée nationale, au Parlement majeur. Vous devez donc diriger le pays. Vous donnez votre vision, lutte contre la pauvreté, comment on avait dit ça, de la revanche du sol sur le sous-sol. C'est une vision. Vous dotez des ministres qui sont censés, chacun dans son secteur, traduire cela. Donc, si les ministres que vous avez ne sont pas capables de traduire votre vision, vous les remaniez. Vous changez les ministres du gouvernement. Vous ne bloquez pas l'État. Là où il n'y avait pas de crise, vous êtes en train de créer une crise. Parce que, comment dirais-je,
Ça fait deux semaines, on est habitué depuis le début à ce que chaque vendredi, il y a conseil des ministres. Ça fait 2 conseils des ministres qui ne se tiennent pas. Il y a des gens qui se plaignaient qu'il y avait trop de conseils de ministres. S'il vous plaît. Finalement, je ne me plains de rien. Je constate que depuis le début... Je vous taquine. Je sais, profitez-en. Je constate que depuis le début, il y a eu chaque vendredi un conseil des ministres. Et que pour une fois, 2 fois d'affilée, il n'y a pas de conseil des ministres. C'est un problème. Le président de la République a parlé de divergence. Mais il ne nous a pas dit où est-ce qu'il y avait divergence. Oh, si, alors là, laissez-moi. Il a dit que... le discours est là. S'il vous plaît. Quand il dit, au niveau de la commission électorale, il y a des divergences. Quelles sont ces divergences? Je veux dire, dans chacun de ces secteurs qu'il a dit, où est-ce qu'il y a des divergences? Je constate que depuis que le gouvernement est en place, je ne vois pas où est-ce qu'il y a eu une proposition de loi provenant du parti du président de la République que le camp adverse a bloqué. Je ne vois pas un seul projet de loi que le ministre du camp du président de la République a proposé et que le camp adverse a bloqué. Le port, la mise en œuvre. Là où, ça veut dire les exonérations, s'il vous plaît, ne sont pas exécutées. Il fallait fermer tous les ports. S'il vous plaît. Je constate que le problème s'est posé bien souvent, c'est des nominations. Est-ce que on est conscient qu'on n'est pas, je l'ai dit une fois, Mobutu était président de la République, Mitterrand président de la République, Sean Mayer en Allemagne président de la République, Félix Tshisekedi président de la République. Tous présidents de la République, mais tous n'ont pas les mêmes pouvoirs, parce que les pouvoirs qu'ils ont sont donnés par la Constitution. Et qu'en plus, vous êtes dans une coalition. Vous devez marcher sur des œufs. Vous devez systématiquement chercher des compromis pour avancer, pour tenir toute une législature, pour avoir le temps de proposer des réformes. Or, ce qui est en train de créer comme condition va nous empêcher de faire ces réformes. Parce que maintenant, on va faire quoi? Supposons que les gens qu'on appelle, c'est le même qui était au conclave de Genval, organisé par l'homme blanc, à celui de Genève, organisé par l'homme blanc, pour mettre des gens à la tête du pays. Alors, monsieur le président de la République, qui a avec lui ses 32 députés, quand bien même les autres là viendraient avec leurs députés bien plus nombreux que ceux qu'il a au Parlement. Est-ce qu'il affaiblit sa force ou bien il se renforce, je veux dire? Est-ce qu'il se renforce ou il s'affaiblit? Moi, je pense que s'il écoute tous les flatteurs, et Jean de La Fontaine a dit un tien vaut mieux que d'autres l'aura. Pour le moment, il y a une majorité. Il faut renégocier cette coalition en termes de programme d'action. Qu'est-ce que nous allons faire pour le peuple congolais? Qu'on convienne qu'on va faire ceci, cela. Avec ça maintenant, doter le pays d'un nouveau gouvernement, n'est-ce pas? Nous-mêmes, ça va de remanier le gouvernement en faisant entrer des personnes plus combattantes, d'une part, recomposer son cabinet, parce que le cabinet de l'État manifeste des failles évidentes. En dessous de la table, je ne dis pas officiellement sur la table, faire en sorte que l'UDP se remette debout pour avoir sa force en lui. Parce que sa force ne peut pas l'avoir de Mike Kamer et de l'étranger, mais il doit trouver ici en RDC, chez nous, à rassembler les Congolais pour devenir plus forts, combattre le rappel de troupes pour qu'ils puissent avoir une force et surtout les idées. Qu'est-ce que nous faisons pour le peuple congolais? Parce que c'est pour ça que nous faisons de la politique et ce n'est pas pour... on va tout droit vers une crise s'il écoute tous les pécheurs à nos troubles là. Oui, Gandhi, alors rapidement. Oui, rapidement. Moi, j'ai dit, il y a un problème. On est aveugle ou... Oui. Il y a un problème. Non, mais j'ai dit on. Je n'ai pas déterminé. Je suis aveugle. Le on, c'est indéterminé. Moi, je dis, le constat, la question qui est posée, c'est le constat. Le constat, c'est quoi pour moi? C'est d'abord l'élargissement du cercle. Jusque-là, on était enfermé avec le cercle de FCC cash. Mais ce cercle-là, quand on dit cercle, on est à l'intérieur. On est censé être dans la cohésion, dans la cohérence. Mais ce cercle n'a pas fonctionné dans la cohérence. D'ailleurs, même quand vous parlez de la coalition, le chef de coalition, c'est devrait être qui? Le président de la République. Mais aujourd'hui, dans cette coalition, la tête est bicéphale. Chacun tire la couverture de son côté. L'autorité morale, pour ne pas dire les timoniers,
il tire la couverture de son côté, le président de la République tire avec les siens minoritaires la couverture de son côté. On fait du surplace. Et le président de la République, que vous avez reconnu un certain nombre de prérogatives, prend des décisions au niveau du Conseil des ministres, mais c'est que ces décisions ne sont pas exécutées. Je vous ai donné l'exemple du port, la fermeture du port. Jusqu'à présent, les exonérations, rien n'est fait. L'inspecteur général des finances vient même d'écrire un courrier au président de la République pour relancer cette histoire-là des exonérations qu'il y a entre la DGI, les GIRAD, etc. Donc il y a un problème de blocage dans ce pays. Dans son discours, il a eu à dire qu'il va consulter les personnes qui ont une certaine représentativité. Et ces personnes, nous les connaissons. Mais maintenant, nous voyons, il a élargi encore le cercle. Or, il ne doit pas aussi prendre beaucoup de temps, comme j'ai toujours dit, parce que le temps n'est pas notre allié. Ça, c'est le premier point. Dans les consultations aussi, il doit songer à l'arrière-pays aussi, parce que la République du Congo n'est pas seulement Kinshasa, il y a l'arrière-pays. Mais ils sont venus de l'arrière-pays. Les gouverneurs aussi. L'arrière-pays, il ne doit pas oublier l'arrière-pays. Et pour terminer, je voudrais simplement interpeller. Nous sommes Congolais, c'est notre pays. On doit chercher à ce que le pays aille de l'avant. Demandez aux communicateurs de deux bords. Ces communicateurs de deux bords nous dérangent, que ce soit du CACH, que ce soit du FCC. Ils tiennent des discours qui ne rassemblent pas. Ils tiennent des discours où ils se rentrent dedans. Or maintenant, on cherche à créer cette union sacrée qui va mettre tous les Congolais ensemble. Mais lorsque j'entends les deux cadres de l'UDPS tenir des discours, j'entends les communicateurs du FCC tenir ce genre, je me pose la question, mais le chef de l'État fait quoi au fait? Il fait quoi? Alors moi je demanderais de calmer vos ardeurs. Le Congo appartient à nous tous. Et au FCC, et au CACH, à la société civile, la MOUCA, les chefs coutumiers, nous tous, nous avons besoin de ce pays. Mon voisin d'en face a parlé tout à l'heure. On veut nous arracher le pays. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Laissez que ces consultations aboutissent, parce que nous attendons l'issue de la consultation. C'est ce qui est important. Mais qu'on arrête de nous déranger avec des discours toxiques, qui crèvent l'abcès, des discours qui ne construisent pas au fait. En tout cas, nous sommes Congolais, pensons-y. Tenons un langage de rassembleur, non pas de langage qui divise. Tout à fait. Oui, monsieur... Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Premier constat. Moi, j'ai été conférencier de la République. On a fait 2 ans à la conférence des nations souveraines. C'était quand même long. Tout le monde est venu. Tous les gouverneurs. Trop long. Tous les gouverneurs sont venus avec les délégués à la CNS, présidé par notre frère Mosengo. 2 ans. Wow. Un jour, j'ai eu le courage de poser la question au président Mosengo. Monsieur le président Mosengo, moi, je m'appelle Saïl Mbalanga Baudouin. Je viens de Kisangani. Mon épouse me pose des questions et aussi la Moglonini. Mais on allait me brûler ici par les gens qui ont voulu des perdièmes. On ne veut pas laisser l'argent. Mon Sengo est témoin, il connaît. Alors aujourd'hui, le premier constat, c'est l'absence des gouverneurs. Nous avons 26 gouverneurs. Je ne sais pas comment ils sont arrivés. Il paraîtrait que ceux de l'Équateur, en fait, tache d'huile, les gouverneurs ne sont pas là. Deuxième constat, c'est le mois. FCC, ils sont FCC, on les a. Bon, je ne sais, moi, ici, je parle des gouverneurs. Oui. Des gouverneurs qui dirigent la République en province. Ils sont encartés. Si les FCC, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais mon constat à moi, ça il est. Quand moi je parle, vous aussi ayez le courage de m'écouter. Oui, c'est ça la démocratie. Ayez le courage d'écouter l'autre. Parce que comme vous connaissez tous, moi je ne connais pas tout. Voilà. Alors, il y a les constats, par exemple, que pourquoi l'autorité du pays n'avait pas eu peut-être le temps de contacter le Raïs Kabila pour qu'à leur niveau d'abord, ils doivent se rencontrer pour dire que voilà mon frère, on se dit la vérité, on est des frères. Et nous sommes déjà rencontrés par 2 fois, les gens ont vu des images, cette fois-ci, je vois que ça va. Le président parle. Le président, lorsqu'on est président, on est au-dessus de la mêlée. Le président parle, il dit, excellent monsieur le président, honoraire, c'est moi le président de la République. Ça ne va pas.
Pourquoi ça ne va pas? Est-ce qu'on ne peut pas corriger pour que ça aille? Ça s'est dit comme ça. On est frères, on n'est pas ennemis. Ça s'est dit comme ça. Et après, on peut aller voir le peuple. Alors, comme ils sont en train de voir le peuple, j'étais avec un expert de la CENI hier. Il m'a appelé, il dit, Mkouba, je crois que les élections ne pourraient pas se tenir en 2023. Pourquoi? Parce que la révision du fichier électoral prend une année. La révision. Parce que les gens qui ont été là hier, avant-hier, d'autres, oh là là, ils sont partis chez la Providence, etc. Chez le créateur. Chez le créateur. Il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui sont déjà admis, mais qu'on doit passer par le fichier électoral. Il me dit, mon grand frère, ça y est, nous sommes en 2021 déjà, parce que dans 2 mois, gloire à Dieu, 2020 va partir. 2021, Mobimba, ça sera, si on prend le temps, ça sera la révision du fichier électoral. Ce n'est pas facile. Parce que les gens de CENI partent parfois à pied, d'un point à un autre point, au village. Pour atteindre le village, c'est toute une cérémonie. On va à pied avec des épines et tout, on souffre. Et l'argent ne suit pas. Ou bien par vélo, ou bien par pirogue, ou bien par bateau, par hélicoptère, par avion. Tout ça, on n'en a pas. Faisons en sorte que, attention, s'il n'y a pas la révision des fichiers l'année prochaine, les élections, c'est pour 2052. Voilà. Ok. Alors, le bâtonnier national. Merci beaucoup. Mais voilà. Je me résume, parce que les consultations, l'auteur en a donné les raisons. En 6 minutes, je pense. Oui. Donc, ne cherchons pas. Bon. Pour moi, les consultations sont un moment d'arrêt, un moment de réflexion. Et ça, c'est normal pour un pays, pour une communauté, qu'on s'arrête à un moment donné pour réfléchir sur l'action qu'on est en train de mener ou bien qu'on va devoir mener. Donc, on recule pour bien sauter. Oui, voilà. Donc là, il y a pas. Alors maintenant, moi, je viens d'être reçu dans le cadre des ordres professionnels. Les médecins, les avocats, les pharmaciens. Nous avons été reçus, une délégation de 3 membres par corporation. En ce qui concerne ma corporation à moi, nous avons eu juste un point. Je veux dire au chef de l'État, moi je l'ai dit, au nom de 15 000 avocats, dit, en tout cas, nous appuyons votre politique sur l'état de droit. L'état de droit. Là, aucun avocat ne va me contredire. Parce que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas d'avocat. Qu'est-ce que ça viendra faire? Donc, nous vous appuyons dans ce cadre. Pour le reste, on n'a pas eu à opiner. Mais alors, je termine parce que mon ami Djambala, il s'est demandé, mais qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi on ne nous parle pas du deal de ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout vient de là. Eh bien, alors, moi, je me dis, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce qu'on doit tout... Qu'est-ce qu'on a même à nous déballer? Puisque vous avez parlé du divorce, ben nous constatons qu'il divorce, peut-être. C'est qu'il y a des motifs. Mais dans ce cas-ci, on nous a donné les motifs lors du discours de 6 minutes. Que donc, il y a matière à ce que, effectivement, celui qui est le pilote puisse entendre des avis aussi divers que possible. Aussi divers que possible pour pouvoir dire demain au pays ce qu'il aura à nous dire, soit qu'il continue comme ça qu'on commençait, soit que, et je pense que là-dessus, il a raison d'avoir initié ça, parce que même s'il n'y avait pas de quoi ici et là, c'est toujours bon de s'arrêter et de réfléchir à son action. Voilà. Ok, c'est bon de réfléchir, mais on doit réfléchir avec tout le monde. On a l'impression, comme disait Madame Abongo, l'arrière-pays est oublié. On est resté à Kinshasa. Tous ces gens qui ont défilé là-bas. Mais ils n'avaient vous êtes Kinois. Lui est Kinois. Ils n'ont qu'à vous. Ils n'ont venu d'où? Moi, j'étais dans la délégation
notable de Nekongo. Qui a conduit la délégation. De Kinshasa? Vous êtes de Kinshasa? Non. Moi, j'étais membre. C'est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui a conduit la délégation. Il venait d'où? Mais il faut faire la demande aussi. Il est venu d'où? De l'arrière-pays, il n'habite pas ici. Nous avons 26 provinces. Hein? Nous avons 26 provinces. Ça, c'est un petit problème, monsieur. Quand vous dites, vous donnez quelques cas. Mais vous oubliez le. Ceux qui sont en Kinshasa ne connaissent pas le problème de la réalité de l'intérieur. Qui ça? Qu'est-ce que vous racontez? Il y en a qui sont nés ici qui ne connaissent pas Kazangoulou ici. Ça, c'est eux. Moi, je suis ici à Kinshasa, mais même ceux qui sont... Vous ne représentez pas tout le monde. Vous ne représentez pas... Mais M. Kanonda, vous oubliez une réalité, c'est que nos 26 gouverneurs appartiennent à quelle famille politique? Et on leur a donné un mot d'ordre. Enfin... Je ne pense pas. Ne spéculons pas. Mais on a des amis un peu partout, on leur a donné un mot d'ordre. Moi, je constate que les provinces... Nous en avons 26. S'il y a 2 ou 3 provinces qu'on a reçues, ce n'est pas assez. Eh bien, ils n'ont qu'à se manifester, faire la demande. Ça doit pas... 2 semaines. Non, alors, une semaine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 2 semaines, paraît-il. S'il vous plaît. Donc, nous disions que la territoriale, c'est le support sur lequel l'administration devait se reposer. Mais nous avons comme l'impression que la territoriale bat de l'aile. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je prends le cas des messages officiels du 3 novembre signés par le vice-premier ministre Gilbert Kankonde Malabad, destiné au vice-gouverneur du Kwango et de Maïndombe, et qui faisait l'intérim, puisque dans les 2 provinces, ils étaient sans gouverneur. L'un a été destitué par l'Assemblée provinciale, celui de Maïndombe, tandis que celui du Kwango a démissionné. Mais par le message officiel, Gilbert Kakonde leur donne le pouvoir de reprendre. Mais j'ai vu sur les télévisions périphériques, les députés du Kwango n'ont pas été d'accord avec la décision du ministre Kakonde. Que dirait, est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison de réagir ou pas? Bon, moi, je suis élu de la circonscription électorale de Kenge, dans la province du Kwango. Je crois que je peux prendre la parole à ce titre. Je reçois sur mon téléphone un SMS nous disant le ministre de la Pêche appelle les députés et sénateurs du Kwango chez lui, au cabinet. Le ministre de la Pêche nationale? National. Point à l'ordre du jour, le retour du gouverneur Petit Petit à la province. C'est le sujet, n'est-ce pas? Oui. Je me dis en tant que député qu'il y a un endroit où nous nous réunissons, nous, c'est notre caucus, députés et sénateurs originaires du Kwango, et je ne vois pas ce que je vais aller faire chez un ministre. N'est-ce pas? Le point à l'ordre du jour, puisqu'il est indiqué, le retour du gouverneur Petit Petit au Kwango. Et puis, le lendemain, on dit non, voilà, une décision a été prise là-bas chez le ministre. Venez pour qu'on puisse faire la déclaration. Je ne suis parti ni à l'une ou l'autre de ces 2 réunions, et je ne suis pas seul. Il y a l'honorable Mbosso, par exemple, qui n'est pas... Moi, on m'a invité, mais Mbosso n'était même pas invité. Alors que Mbosso est quand même un des anciens élus au Kwango. Il a été élu pour la première fois, comme moi-même, en 1977. Comme commissaire du peuple et comme membre du bureau politique. Il n'est pas invité. Il y a eu une déclaration. Est-ce qu'elle a eu lieu?
Est-ce qu'on l'a lu, monsieur le modérateur? La déclaration est passée. Oui, que dit la déclaration en résumé? Ils ne sont pas contents d'avoir de petits. Mais personne ne leur a demandé d'être contents. Personne. Est-ce qu'ils ont raison de réagir, oui ou non? Puisque je viens de répondre. Les gouverneurs étaient démissionnaires. Je viens de répondre. Est-ce que cette affaire, si vous voulez, les intéresse ou nous intéresse d'abord, nous, élus nationaux? C'est une affaire des élus provinciaux. C'est à eux. Il paraît que les provinciaux non plus. Ben, quand vous êtes dans... Il paraît que, je ne sais pas comment... Laissez-moi vous dire ceci, dire à téléspectateurs, que d'abord ça intéresse les députés provinciaux. Et ici, au Kwango, contrairement à ce qui s'est passé à Maïndombe, le gouverneur a démissionné. Il a démissionné, il n'a pas été destitué, il n'a pas fait l'objet d'une motion de défiance. Il a démissionné parce que la démission a été refusée. Ah, d'accord. C'est normal. La démission a été refusée et il doit rentrer. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je dis ceci. Les députés du Kwango, moi je les ai entendus quand la province a éclaté. Nous étions dans le Grand Bandundu, nous étions en réunion à Bondeko. Ils ont dit, écoutez, cette fois-ci, ils s'adressent aux députés nationaux et sénateurs, laissez-nous gérer la province. Parce que pas mal de couacs, pas mal d'obstacles viennent de vous. Et ils ont utilisé cette expression. Nous ne voulons pas d'une province, nous ne voulons pas d'une télévision au Kwango dont la télécommande est à Kinshasa. Voilà l'expression qu'ils ont utilisée et que moi je retiens. Très bien. Donc c'est à eux d'abord, ils peuvent nous demander des avis, mais ce n'est pas à nous à leur dicter la conduite à tenir, il me semble. Ok, mais alors, je poserai une autre question, monsieur le bâtonnier. Oui. Les gouverneurs a déposé sa démission au chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui l'investit. Oui, depuis la dernière révision de la Constitution, c'est le chef de l'État qui investit, oui. Mais alors, aujourd'hui, c'est Condé qui l'autorise à reprendre la province, c'est-à-dire? Vous croyez que le ministre de l'Intérieur n'est pas en phase avec le chef de l'État? Vous le pensez? Donc il peut signer la place du chef de l'État? Mais qu'est-ce que c'est pour une affaire? Comment vous pouvez en douter? C'est sur le plan administratif. Donc le gouverneur a des comptes à rendre au ministre de l'Intérieur? Bien sûr. Bien sûr. Il faut, bien sûr. Qui l'investit? Qui l'investit? Le gouverneur est investi par le chef de l'État, le gouverneur de province. Donc il peut être dégommé par le ministre de l'Intérieur? C'est l'acte contraire. Non, pas par le ministre de l'Intérieur. Non. Je vous dis ici qu'il ne s'agit pas d'un gouverneur qui a été démis de ses fonctions. Il s'agit d'un gouverneur qui a démissionné et dont la démission n'a pas été agréée. Par le chef de l'État? Oui. Vous ne pouvez pas être responsable de ces actes, le gouverneur lui-même, en tant qu'homme. Que l'acte que je pose n'est pas bon ou mauvais. Mais clairement, pour que les choses... Les téléspectateurs, c'est pour les téléspectateurs. Excusez mon ignorance, parce que je n'ai pas lu le message du gouverneur. Est-ce que le ministre de l'Intérieur agit motu proprio, comme on dit, de lui-même, ou au contraire, il exécute une décision de celui qui a refusé la démission? Je ne sais pas. Je parle sous réserve. C'est compliqué, hein? Vous en savez quelque chose? Non, pas savoir quelque chose par rapport au Congo, justement, mais c'est par rapport au principe même. Vous voyez, quand il y a des choses un peu très techniques, le mieux, la sagesse, disons, et la technicité même recommandent qu'il faut posséder les dossiers. Vous avez lu la démission du gouverneur, pourquoi, quelle motivation il a avancé, et vous avez lu la réaction de ses autorités, de ses chefs, parce qu'il n'est pas tout puissant, il a ses chefs. Donc c'est quand vous avez tous ces éléments que techniquement vous pouvez émettre un bon point de vue. Mais ne nous laissons pas entraîner par les sensationnels.
tel a démissionné, tel est rentré. Non. Nous devons entrer en profondeur du dossier. La question est la suivante. La question est simple. Les gouverneurs sont investis par le chef de l'État. Il a déposé sa démission au chef de l'État. Mais maintenant, celui qui l'autorise à reprendre du service, c'est le ministre de l'Intérieur. Et si l'acte du ministre de l'Intérieur commençait d'ordre du chef de l'État, vous allez dire quoi? On ne sait jamais. D'ordre du chef de l'État. Mais oui. Quel est le courrier sur instruction du chef de l'État. Sur instruction du chef de l'État, je fais ça et ça. On ne sait jamais. Comment est libéré la lettre? Il faut lire d'abord, c'est pas. S'il vous plaît. D'abord, c'est pas une lettre, c'est un télégramme. Intitulé message officiel. Il y a encore des télégrammes. À qui? Vous avez la précision? Oui, au ministère de l'Intérieur, ça existe. Il y a encore des télégrammes. Oui. Mais les contenus s'adressent aux gouverneurs intérimaires qui doivent cesser l'intérim parce que les titulaires reprennent leur fonction. C'est simple. Voilà. C'est administratif. Qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Non, c'est pour savoir, pour que les gens sachent, est-ce que le ministre de l'Intérieur a ces pouvoirs-là? Il peut y avoir délégation de pouvoir, on ne sait pas. Donc il faut avoir tous les éléments. Mais tous les éléments, c'est vous les juristes qui devez avoir. Mais je n'ai pas ça sur... C'est constitutionnel. Mais je dois voir les dossiers. La Constitution dit, l'article 146 dit, les gouverneurs des provinces sont investis par les chefs de l'État. Et nulle part où on parle. Les responsables des tutelles d'un gouverneur, c'est le ministère de l'Intérieur. Et ce sont les ministres qui exécutent les actes du chef de l'État, chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Regarde, l'article 146 dit quoi? On ne parle pas de l'exécution ici. Je crois que ce n'est pas le moment d'entrer dans les... Ok. On peut passer dans notre propos. Ok. Donc, voici, pour la République démocratique, y a-t-il des leçons à tirer par rapport à cette turbulence que connaissent les États-Unis d'Amérique? Vous savez bien qu'après l'élection, le présidentiel, oui, madame, est-ce que nous avons une leçon que nous pouvons tirer? Oui, la leçon à tirer, c'est que quand vous travaillez pour votre population, quand vous voudriez postuler pour la prochaine fois, si vous travaillez bien, vous aurez des voix. Mais si vous ne travaillez pas bien, la population donnera les voix à quelqu'un d'autre. M. Trump a péché simplement parce qu'il a négligé le problème de Covid-19. Il a tellement négligé ce problème et la Covid-19 a fait des ravages aux États-Unis. Fait encore des ravages aux États-Unis, c'est-à-dire sa gestion sur la Covid-19 et sa manière aussi de traiter les affaires internationales a fait qu'il a perdu beaucoup de voix. A fait qu'il a perdu beaucoup de voix, il a perdu la confiance des Américains. Et maintenant qu'aujourd'hui c'est John Biden qui gagne les élections, nous, le meilleur souvenir que nous pouvons garder de Donald Trump, c'est que Donald Trump a pesé de tout son poids pour qu'il y ait alternance dans notre pays. Voyez-vous? Et nous demanderons à Biden, maintenant qu'il est au pouvoir, qu'il ne puisse pas oublier l'Est du pays, parce qu'il y a un projet qu'on doit mettre la base américaine à l'Est du pays. Et lui, comme il est là en tant que démocrate, qu'il ne soit pas attiré par les intérêts pécuniaires, qui puisse se mettre à notre place. Nous avons beaucoup perdu à l'Est du pays en termes de vies humaines, qui fasse en sorte que la paix revienne à l'Est du pays. C'est ce que moi je peux dire pour ces élections américaines. Vous allez dire quoi pour cette turbulence-là? Bon, turbulence, je n'appellerai pas directement cette turbulence. Après une bataille électorale, il n'y a pas de clarté dans certains compartiments, que les protagonistes cherchent à établir la lumière. Il n'y a pas de turbulence à faire valoir là-bas. Quand il y a bagarre, là, il n'y a pas de turbulence. Il y a bagarre, hein. Les gens sont entrés dedans. C'est pas des turbulences, ça? C'est des choses qui arrivent dans les élections, même donc c'est pas la turbulence. Oui, c'est la turbulence. Moi, je ne l'appelle pas de cette manière-là, parce que ça n'a pas débouché dans les désordres que nous avons connus, par exemple, ici chez nous. Mais ce que moi je veux dire, c'est que parmi, du moins,
dans ma petite expérience de vie, le premier président démocrate américain que j'ai connu, dont j'ai entendu parler, mieux, c'était Jimmy Carter. Et Jimmy Carter avait été celui-là même qui a aidé l'opposition, en tout cas les droits de l'homme, à revendiquer leurs droits de cité ici en RDC, à l'époque de la Deuxième République. Alors, nous avons vécu une mauvaise expérience par la suite avec la famille Clinton, qui s'est illustrée dans les massacres, enfin qui est impliquée plus ou moins dans les massacres que notre pays a connus à l'Est. Donc notre prière, notre souhait actuel, c'est que Biden, qui revient avec les démocrates à la tête des États-Unis, efface la mauvaise image laissée par la famille Clinton pour s'engager résolument dans ce que Mamie Ambongo venait de dire, le bon souvenir que nous devons garder de Trump, qui a pesé de tout son poids pour que, en tout cas, la démocratie de notre pays fasse un bond en avant. Nous pensons que cet élan-là ne sera pas brisé pour un retour en arrière avec les démocrates. Oui, rapidement, une minute. Hein. Oui. Bon. Les États-Unis connaissent des élections depuis 200-300 ans. Nous, c'est à peine 30 ans. Donc, et nous avons un pays immense où nous n'avons ni route, ni pont, ni chemin de fer, nous n'avons pas tout ça. Apprenons à être constructifs. Trouver un système électoral qui nous permette d'avoir de meilleurs résultats, plus fiables, en un temps record et le moins cher possible. Faisons appel à tous nos experts, à nos anthropologues, à nos sociologues, tout ce que vous voulez, pour qu'on revoie ce système. Ça, c'est une chose. La deuxième, quel que soit le président des États-Unis, faisons en sorte qu'il trouve en face de lui des leaders congolais, matures, patriotes, déterminés pour défendre les intérêts de leur pays. Les États n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis. Donc que cela soit valable, ne nous laissons pas distraire par les discours mielleux qui viennent de qui que ce soit. Organisons-nous pour que nous puissions avoir un leadership fort en RDC. Et nous parlerons, le Congo n'est pas n'importe quel pays du monde. Tous, asiatiques, américains, tous traiteront avec le Congo parce que le Congo a à offrir au monde. Ok. Alors, une minute, Madame Angèle. Hein. Moi, je dirais que les conclusions que je tire assez rapidement, c'est que la démocratie, les élections aux États-Unis, vieille démocratie, nous ont montré que la démocratie est fragile. Vous voyez que même un pays comme ça, on a un chef d'État, Donald Trump, qui a pu dire, avant même la proclamation des résultats, je suis élu, je vais faire arrêter le compte des voix, etc. C'est fragile. Et que quand on a un tel leader qui n'a pas une intégrité morale forte, il peut faire dévier le pays. Parce qu'il a contribué à la division. Les divisions en Amérique sont encore beaucoup plus profondes. Deuxième chose que je remarque, je dis, mais si il n'y a pas eu dérive, on arrête les bureaux de vote, on ferme, etc., parce qu'ils ont des institutions fortes. Voilà. Chez nous, on n'en a pas encore des institutions fortes. Un homme fort peut dire demain, je vais à la RTNC, je ferme le bureau de vote. Et puis la transparence dans leur système. C'était transparent, on pouvait voir comment les voix arrivaient. Maintenant, la question à se poser, nous, Biden et la RDC, ça va donner quoi? Beaucoup de Congolais dans les réseaux sociaux se versent dans des analyses en disant « Ah, le retour des démocrates, ça veut dire le malheur pour le Congo, rappelez-nous les Clinton et tout ça. » N'oublions pas, changement d'époque. 1992, 1994, c'est pas 2020. Et puis, le Congo, c'est pas n'importe quel pays. Donc, c'est à nous, maintenant, d'avoir une démocratie, une diplomatie cohérente, agissante, dynamique. J'espère qu'à l'heure, moi je disais même avant les résultats, j'espère que l'équipe du président Tshisekedi a déjà envoyé des gens aux États-Unis. S'ils ne l'ont pas encore fait, il faut le faire. Parce que on a beau dire l'Amérique impérialiste, l'Amérique c'est le pays le plus puissant du monde. L'Amérique, pour le moment, nous soutient. Eh bien, faisons en sorte que ce soutien profite aux Congolais, que ça nous permette de nous redresser. Donc, il doit envoyer des gens
Congolais qui connaissent les rouages de la politique américaine. Comme toi, par exemple. Vous disiez connaître les Blancs, ben... Okay. Donc voilà. Okay. Non, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Les démocrates américains ne sont pas contre le Congo, absolument pas. Je venais de vous dire que moi, j'ai été élu avec Mbosso en 77. Mais c'est Carter, démocrate, qui a demandé au maréchal Mobutu de mettre une dose de démocratie dans les élections. C'est Carter, un démocrate. Et l'UDPS au coin là-bas. Mais c'est grâce à Carter. C'est ce que je dis. Voilà. Donc, le temps de Melissa Wells, c'était... Clinton s'est écarté. C'est vraiment... Les intérêts personnels... il faut la culpabilité du génocide. Accidentel. Mais sinon, le président américain, tout ça, ils veulent travailler avec ceux qui ont la bonne gouvernance, ceux qui respectent les droits de l'homme. Ça c'est leur Sénat, c'est leur Congrès qui exige ça. Et il n'y a aucun président qui peut s'écarter de ça. Alors, le président Trump, ici, si j'ai encore une seconde, son malheur, pourquoi il n'est pas réélu? Son slogan, nous le connaissons, America First. Hein? Mais alors, pour lui, l'Amérique, c'est d'abord la suprématie de l'homme blanc. Oui. C'est ça. Alors, un slogan, comme pour dire, c'est d'abord tout le monde, alors qu'en fait, il est soutenu par le suprémaciste qui exclut les autres. C'est le WW, donc le protestant blanc anglo-saxon. WW. Les évangélistes. Voilà. Donc, nous devons savoir que la démocratie, c'est quelque chose de très fragile. C'est un processus. Et c'est un processus. Voilà. Si les anciennes démocraties ont des problèmes d'élection, a fortiori nous qui n'avons que quelques années d'expérience. Les Congolais doivent prendre conscience. Les Congolais doivent prendre conscience. Personne ne viendra faire du Congo une grande puissance. Il n'y a que les Congolais seuls peuvent faire du Congo une puissance. Tout ce que nous avons comme problème, cherchons à les résoudre ici. Et non pas à Bruxelles, ce n'est pas à Washington, ce n'est pas à Londres. Si vous voulez que les Congolais deviennent une puissance en Afrique, cela dépend de nous. Et faisons en sorte que cette vocation de la puissance, nous l'avons. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Au revoir. Naboyokani bobiso na tebo tosibwa bayeta unité kosi